Allez, c'est parti pour un nouveau live sur le thème que vaudra la Chine dans 5 ans. Pour en parler, deux gérants, deux spécialistes. D'une part, Ying-Ying Wu. Ying-Ying, bonjour. Bonjour. Ying-Ying, vous êtes gérante Action Chine chez DNCA Finance. Et à vos côtés, Julien Faure. Julien, bonjour. Bonjour. Julien, vous êtes gérant et vous êtes coordinateur du fonds Sextant Asie. Alors vous, chez Amiral Gestion. On a 30 minutes, on a beaucoup de choses à voir. Je vous demanderai d'être clair, des réponses sans langue de bois. Hein. Premier point, on se pose beaucoup de questions en ce moment sur la Chine. Il y a de la volatilité, c'est vrai que c'est un pays émergent, on sait que les marchés émergents parfois sont volatiles, il y a le poids du politique, il y a le Covid, il y a un fort sentiment d'inquiétude, ça se voit au niveau des indices, vous en pensez quoi? C'est normal cette inquiétude à l'égard de la Chine, Ying-Ying, qu'est-ce que vous en pensez? Euh, Tout d'abord, les marchés émergents, c'est vrai qu'il y a de la volatilité, il y a du risque. Ouais. Mais après, je pense qu'il y a aussi des opportunités d'investissement qu'on ne peut pas négliger, notamment dans la Chine, parce que depuis un moment, je pense qu'il y a vraiment une division entre les marchés émergents. Donc, d'un côté, il y a le Brésil, la Russie. Je pense que le pas dans l'économie mondiale ne progresse plus, et pas en parallèle, il y a un réel rattrapage de niveau de vie entre la population en Chine et celle dans les pays développés. Donc cette tendance est toujours en cours, qui implique beaucoup de potentiel et beaucoup d'opportunités d'investissement. Le poids de l'économie chinoise au niveau mondial, on a peut-être un chiffre global. 16%. 16% et le poids dans les indices 5%. Ah oui, donc c'est sous-représenté. Voilà. Et en parallèle, les États-Unis, c'est 20% du PIB et plus de 50% de l'indice MSCI Monde. Ok. Donc vous dites, oui, bien sûr, il y a de la volatilité, oui, il y a des risques, mais il y a beaucoup d'opportunités. Et les marchés, surtout les marchés boursiers, quand on va aller chercher des opportunités, ben, fatalement, de façon corrélative, il y a du risque. Julien, vous êtes d'accord avec cette vision ? Oui, on est d'accord. On est d'accord. Il y a un fait important qu'on trouve chez Amiral Gestion, c'est que malgré cette croissance et toutes ces opportunités, le marché chinois est extrêmement compétitif. Ouais. Et donc ça peut aussi poser problème pour faire le lien entre la croissance et les rendements finaux des investisseurs. Donc si vous prenez un exemple comme la vidéo en ligne avec YouTube en Europe, vous avez un seul site qui est très rentable. En Chine, vous avez plus d'une quinzaine de sites aujourd'hui et personne ne gagne de l'argent. Grosse concurrence. Très grosse concurrence. Donc le problème de cette concurrence, c'est qu'elle vient baisser vos rendements. Et donc ça, c'est compliqué. Donc on pense qu'il faut être sélectif en Chine. Il faut vraiment bien analyser les secteurs et faire attention à cette intensité concurrentielle qui est vraiment plus forte que dans les autres pays d'Asie. Vous prenez le cas de la vidéo en ligne, sur le marché chinois, une quinzaine d'opérateurs, mais est-ce qu'à un moment, ça va pas un petit peu se structurer? Est-ce qu'à un moment, il va plus en rester que 5, 3, puis peut-être 2? C'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on voit aujourd'hui sur la musique en ligne. D'accord. Avec des filiales de Tencent, de NetEase, où il y a une rationalisation un petit peu du secteur, mais parfois elle peut mettre du temps à arriver. Ce qui est sûr, faut pas se tromper. Faut pas se tromper, et la concurrence c'est plus compliqué qu'ailleurs. Faut pas la sous-estimer. Donc c'est très bien pour le consommateur cette final. Concurrence, parce qu'il y a beaucoup d'opérateurs, il y a beaucoup d'acteurs, et donc il y a beaucoup de croissance, donc il y a beaucoup de capitaux. Beaucoup de gens veulent investir en Chine, et donc tout ça, ça amène plus de concurrence, plus de capitaux. Voilà. Et puis les sociétés sont très agressives. D'accord. Ying-Ying, vous disiez, bah oui, il y a de la volatilité, il y a du risque, mais c'est le prix quand on veut des opportunités. Julien confirme, il dit, mais il y a tellement d'opportunités que c'est difficile de pas se tromper, d'identifier les bons véhicules. C'est compliqué quand même. Moi, je pense qu'il y a suffisamment un univers suffisamment grand pour qu'on puisse sélectionner les meilleurs avec des barrières d'entrée plus élevées. Donc moins de concurrence. Et je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, il y a vraiment la consolidation qui est en train de s'installer dans plein de secteurs. C'est vrai que Internet, c'est un secteur qu'on voit pas mal de choses qui sont passées, quoi que ce soit au niveau réglementaire et aussi le risque de capital. Mais ceci dit, on voit beaucoup d'autres opportunités ailleurs. Dans les industriels, dans les renouvelables, dans les véhicules électriques, où il y a vraiment un leadership qui est en train de s'installer. Donc, on cherche davantage, en fait, les opportunités dans ces domaines-là. D'accord. Donc, il faut être sélectif, tant au niveau des valeurs que des secteurs. Moi, j'ai l'impression que la Chine, on a coutume de dire sur les marchés actions, c'est du moyen long terme, c'est 3-5 ans. Et j'ai tendance à dire, surtout sur des marchés comme la Chine, quoi. Faut pas rester le nez dans le guidon, non ? Julien, qu'est-ce que vous en pensez ?
Qu'est-ce que vous dites à vos porteurs de parts qui sont inquiets? On leur dit que la Chine, c'est compliqué. Mais on leur dit aussi que finalement, ce que fait le gouvernement a un côté très logique. C'est-à-dire que ce que le gouvernement a prouvé, c'est une volonté de réagir beaucoup plus vite qu'ailleurs, oui. Dans des régions comme l'Europe. Et finalement, les réglementations qui sont mises aujourd'hui, les limitations d'heures de jeu dans le gaming, par exemple, et c'est des régulations qui ont du sens et qu'on comprend bien. La limitation des prix de l'immobilier, c'est pareil. Ouais. Donc il y a une volonté de ne pas laisser les choses déborder, ça c'est plutôt sain. Et la deuxième chose qu'on remarque, c'est que finalement la performance de la Chine au global, et là je vous rejoins un peu Yingling, elle est de l'indice est en fait assez moyenne. Le CAC 40 a largement battu le MSCI China à 10 ans. Par contre, au sein de la Chine, il y a des sociétés exceptionnelles qui arrivent à faire des performances bien supérieures. Et donc, il faut essayer d'identifier ces sociétés-là et de ne pas voir la Chine comme un tout. Ce que vous nous dites, c'est qu'il ne faut pas acheter un tracker, un ETF et acheter la Chine de façon indifférenciée. Il faut vraiment faire, entre guillemets, son marché. C'est ça? C'est ça le message? Oui. Et surtout, un petit rappel, en fait, dans l'indice MSCI Chine, à son niveau plus haut, c'est 5% en provenant du secteur Internet. Aujourd'hui, c'est un peu moins. Mais c'est pas un secteur qui va surperformer si on prend une vision un peu plus long terme. Donc, c'est vraiment aller chercher d'autres opportunités qui sont peut-être moins connues aujourd'hui, notamment pour les investisseurs étrangers. Et encore plus, je pense que sur le marché intérieur, c'est le marché A. Donc, oui, tout à fait. Donc, il faut vraiment privilégier une gestion active parce que sinon on va être collé au secteur Internet. Comment dire Et encore une fois, je pense qu'il y a un message, c'est que investir en Chine n'égale pas investir dans Tencent, Alibaba. Donc, il y a vraiment beaucoup d'autres opportunités. Il y a beaucoup d'autres choses que ces grands noms. Des champions qui émergent, même champions du niveau mondial. Okay. Donc, il ne faut pas rater ces opportunités. Ok. Est-ce que on peut faire le jeu du tiercé? C'est-à-dire que peut-être pas les valeurs, mais les secteurs, parce que vous dites, voilà, il y a des secteurs qui peuvent être chers, attention. Est-ce que vous pouvez nous dire les secteurs aujourd'hui que vous privilégiez sur le moyen long terme, et puis les secteurs dont vous dites, on reste un petit peu à distance, on évite de trop s'exposer. Qui se lance? Peut-être que je continue sur ce que j'ai déjà commencé sur les secteurs, tout ce qui en fait concerne la décarbonation. Donc la Chine a déjà affiché leurs objectifs de neutralité carbone à l'horizon 2060. Donc c'est bien 10 ans plus tard par rapport à ses pairs marchés développés, mais sachant que c'est un engagement extrêmement ambitieux et courageux, puisque la Chine aujourd'hui c'est très dépendant en termes d'énergie, mix énergétique. Du charbon. Et en plus, dans son modèle économique actuel, c'est très dépendant d'un coût de production faible. À la fois main-d'œuvre, mais aussi coût d'énergie. Donc, c'est un secteur que la Chine veut davantage développer et aussi contribuer à atteindre l'objectif pour le monde entier, puisqu'on a des acteurs, des champions mondiaux dans les domaines notamment véhicules électriques. Je peux citer par exemple batterie. Aujourd'hui, le leader mondial, c'est un groupe chinois qui s'appelle CATL, qui a 30% de part de marché. Et en parallèle, il y a également les renouvelables. La Chine a aussi un leadership. Plus de 80% de panneaux solaires sont en provenance de la Chine, en fait, des sociétés chinoises. Donc ça, le secteur de l'énergie, la transition, tout ça, là, on investit parce que c'est une tendance de long terme. Donc ça, on est confort, on y va. Ouais. En étant sélectif, parce que, comme le disait Julien, il y a beaucoup d'opérateurs et tous ne vont pas... Quel autre secteur on investit? À part de ça? Oui. Aussi, donc ça, c'est outre les domaines où la Chine domine. Il y a également les domaines où la Chine souhaite combler son retard et où il voit énorme potentiel à couvrir à long terme. Et je pense notamment à des secteurs des semi-conducteurs, à la robotique. Donc, il y a thématique aussi le vieillissement de la population. Nous voyons également de nombreuses opportunités d'investissement dans la santé, puisqu'il y a vraiment beaucoup de sociétés innovantes en la matière aujourd'hui en Chine. Et aussi, la dépense médicale par capita aujourd'hui reste encore bien inférieure par rapport à ses pairs marchés développés. Et juste au sein de la santé, on aime actuellement beaucoup le secteur diagnostic.
D'accord. C'est un secteur où la pénétration de ce service est encore faible en Chine, mais sa pénétration va aider aussi à optimiser le budget santé total de la société, puisque diagnostiquer plus tôt, traiter plus tôt, ça aide mieux à gérer le coût médical. Okay. Donc, voilà, c'est très clair. Julien, vous réagissez comment? Ying nous dit santé, en particulier le diagnostic, les semi-conducteurs, parce qu'effectivement, le pays, pour le moment, n'est pas trop producteur de technologie. Sur ces secteurs, vous positionnez comment? C'est quoi votre discours? Alors, on n'est pas positionné sur ces secteurs. Nous, il y a un secteur qui nous paraît très intéressant, c'est le gaming. Mais je rejoins un petit peu la logique de Ying. C'est que pour nous, le gaming et particulièrement les jeux mobiles, c'est un secteur où la Chine a vraiment une capacité d'innovation impressionnante et des connaissances qui sont inégalées au niveau mondial. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est finalement des acteurs occidentaux qui outsourcent le développement, la distribution des jeux mobiles en Chine. Et la Chine a, selon nous, une vraie valeur ajoutée à ce niveau-là qui est impossible à copier. Donc paradoxalement... Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on a longtemps vu la Chine comme une espèce de province manufacturière avec des productions à faible valeur ajoutée. Et là, depuis un certain nombre d'années déjà, on réalise que la Chine va de plus en plus sur de la production à très forte valeur ajoutée, que ce soit les énergies renouvelables, l'informatique, le gaming. D'où vient cette compétence, cette force, ce savoir-faire? On pense qu'elle vient des talents. Et quand vous regardez aujourd'hui les salaires que sont prêts à déployer ces entreprises, ces grandes entreprises comme Tencent, finalement pour des talents, vous êtes ultra compétitif. Aujourd'hui, il faut presque mieux travailler en Chine que dans la Silicon Valley si on est un chercheur en intelligence artificielle ou des professions à très très haute valeur ajoutée comme ça. Donc ça, on pense que c'est une priorité de la Chine et que ça va finalement payer. Paradoxalement, le secteur du gaming, il a dérété comme les autres secteurs depuis cet été. Mais en fait, ça nous paraît un petit peu exagéré, c'est-à-dire que la régulation dans le gaming, elle a commencé en 2005, avec la limitation des heures de jeu, avec l'obligation d'authentification, et elle a continué aujourd'hui. En fait, il y a un news flow un peu négatif, tout le monde parle, la Chine limite les heures de jeu, le week-end, le soir. Finalement, on pense pas que ça... C'est 3 heures, juste pour mémoire, c'est 3 heures par semaine, c'est ça? Ouais. On pense pas que finalement ça va venir fondamentalement affecter la valeur intrinsèque de sociétés comme Tencent. D'accord. Donc ça, c'est un point qui nous paraît très intéressant. Puis Ying parlait de robotique, nous on est assez d'accord. Alors c'est un secteur sur lequel on fait pas mal de travail en ce moment. Le marché robotique chinois était dominé par des acteurs étrangers, notamment japonais comme Fanuc, Yaskawa. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la Chine, finalement... L'émergence d'acteurs locaux. Exactement. Qui s'approprient les technos, qui développent leur propre technologie. C'est ça un peu cette rupture. Et vous disiez tout à l'heure, le poids économique au niveau mondial de la Chine, c'est 16%, les États-Unis, c'est 20%. Le poids dans les indices des États-Unis, 50%, alors que la Chine, c'est 5%. Il y a un effet de rattrapage et vous nous dites aujourd'hui, il vaut mieux aller travailler pour Tencent, Alibaba, que d'aller dans la Silicon Valley si on a ces talents un petit peu recherchés, c'est ça? Ouais. Donc là, c'est un vrai effet de rupture. Oui, je confirme aussi, parce que Julien parlait de gaming. Je pense qu'il y a encore des relais de croissance, des importantes avances technologiques qui se passent dans ce secteur. C'est d'un côté intelligence artificielle, où la Chine est plutôt avancée, et aussi métaverse, qu'on a eu beaucoup de nouvelles sur cette nouvelle tendance. Donc oui, la Chine est très engagée, comme ce que Julien disait, qu'il y a beaucoup de talents aujourd'hui qui souhaitent travailler pour des sociétés chinoises, non seulement des géants Internet, mais également il y a beaucoup de sociétés qui se sont créées pour aller dans les domaines vraiment haute technologie, comme intelligence artificielle, comme voiture autonome, robotaxi. Oui, c'est très dynamique, je dirais, dans le domaine de l'innovation. Et encore une fois, je sais qu'il y a eu beaucoup de craintes au sein du comité investisseurs étrangers international envers ce qui s'est passé dans le secteur de la tech. Je pense que la réglementation, c'est une chose qui est nécessaire. Je pense que le débat est live dans le monde entier. Et de l'autre côté, je pense que la Chine a bien compris, l'innovation nécessite de la liberté pour s'épanouir. Et pour ça, ils vont pas changer. Ok. Ça, c'est un peu votre best-of, les secteurs qui vous intéressent. Quels sont les secteurs l'un et l'autre dont vous dites, allez, on y va moins, on est moins exposé, on est plus prudent? Alors, je sais que souvent les gérants n'aiment pas être négatifs.
Mais à moi, on peut tout dire, vous le savez. Non, on pense que la clé du succès partout, mais particulièrement en Chine, c'est être sélectif. Donc il y a des choses à faire attention. On va essayer d'être prudent sur les secteurs assez consensuels. Comme quoi? Alors, il y a deux choses aujourd'hui. Il y a l'e-commerce qui est consensuel, mais on voit des changements de part de marché assez brutaux. Donc vous êtes Alibaba, vous êtes leader pendant une bonne décennie, et puis vous avez des acteurs comme Pinduoduo qui vous grignotent des parts de marché. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'y va pas, mais ça veut dire qu'on fait attention et on garde à l'esprit que les choses bougent beaucoup plus vite que dans d'autres pays comme l'Indonésie, comme le Japon. D'accord. Ça, c'est la première chose. Il y a un deuxième secteur qui est extrêmement plébiscité aujourd'hui, qui est le luxe. Alors, sans être des spécialistes, on a remarqué que certaines techniques de vente de marques étrangères ont été critiquées un petit peu sur les réseaux sociaux. Donc voilà, on fait un peu attention, on se pose la question, est-ce que ces potentiels scénarios négatifs sont bien dans les prix? C'est pas évident quand on voit l'engouement pour le luxe aujourd'hui. D'accord. Et alors, même question, Ying. Je rejoins un peu ce que Julien disait sur la partie e-commerce. Je pense que l'Internet, c'est un secteur qu'on est moins positif que le consensus. Et on pense qu'à long terme que le poids de ce secteur va descendre, puisqu'il commence à déjà être plus mature, même avant la réglementation. Ça a été encore démontré par les derniers résultats d'Alibaba, donc son core business a cru seulement 3%. E-commerce, ça a été le coût de développement, ça a été génial, mais aujourd'hui, presque 30% de ventes de détail se réalisent déjà en ligne, donc on touche un plafond. Okay. Donc indépendamment de la réglementation, la croissance se normalise. Donc c'est pas là on va chercher la surperformance au sein de ce marché, et que je pense que je prends un point d'angle un peu différent, c'est que dans le passé, l'investissement sur les sociétés chinoises, c'est notamment se fait en dehors de la Chine, donc on appelle ça offshore, donc Hong Kong et les États-Unis. Et qu'aujourd'hui, il y a une vraiment rapatriation de capital envers la Chine. Donc, on fait vraiment un travail on passe plus de temps à étudier des opportunités au sein du marché A, et éventuellement, le marché Hong Kong reste toujours une place de bourse, une place importante pour le capital. Pour les sociétés qui cherchent le capital. Et on fait très attention à la valorisation et surtout des sociétés qui sont non rentables, puisqu'on est dans un environnement où la liquidité se réduit dans le monde entier. En Chine, c'est déjà le cas, qui a aussi contribué à la sous-performance de la Chine cette année, et qu'on peut anticiper la même chose tout en prenant l'indicateur avancé de la Chine. Okay. Donc, voilà. Ok. Il y a un point un peu technique que j'aimerais qu'on aborde. Vous investissez en actions chinoises. Souvent, quand on est hors zone euro, se pose la question de la devise et les gérants peuvent avoir des doctrines. On couvre, on ne couvre pas. Est-ce que vous couvrez l'un et l'autre? Et puis, si vous ne couvrez pas, est-ce que c'est pas aussi... Si on couvre, c'est un facteur de risque et puis ça coûte de l'argent. Puis si on couvre pas, c'est aussi un risque. Je vais peut-être commencer sur cette question. Nous, donc on gère un fonds 100% Chine. On ne couvre pas ce risque. Donc quand vous investissez dans d'autres fonds, vous prenez le risque de devise. Et que donc la place de bourse est essentiellement le marché A, donc qui est la devise yuan, et puis Hong Kong, la devise Hong Kong. Mais après, les actifs sous-jacents, donc c'est des sociétés chinoises, donc revenus majoritairement en Chine, profit également. Donc vous prenez l'expo à la devise. On prend l'expo, on prend le risque pays. Oui. Et après, c'est notre vue sur la devise, c'est que cette année, la devise a été particulièrement forte parce que son secteur exportation était en feu. À court terme, c'est difficile à dire. Puisque l'an prochain, avec la rouverture de capacité dans le reste du monde, la tendance actuelle peut s'inverser. Et aussi, avec le montée du taux aux États-Unis, ça peut aussi avoir un impact sur la devise des marchés émergents, y compris la Chine. Mais à long terme, on reste plutôt confiant sur cette devise. Il y a une chose qui est très importante, c'est que dans le passé, l'économie chinoise était dépendante de la demande extérieure, d'où vient la nécessité d'avoir une devise un peu plus faible, donc favorable à l'exportation. Et aujourd'hui, on est dans une transition. Avec la demande intérieure, exactement. La consommation intérieure. Et que autant plus,
que la Chine veut faire sa devise d'une devise de réserve internationale. Donc, d'où vient la nécessité d'avoir au moins une stabilité pour cette devise. Moins une stabilité. En plus, ça va dans le bon sens pour les relations sino-américaines, je crois. D'accord. OK. Julien, la devise, on couvre pas? On la couvre pas non plus. Parce que ça a un coût, parce qu'on peut se tromper, donc ça rajoute une couche de risque. Exactement. C'est un coût qui n'est pas nécessairement supérieur au profit qu'on peut espérer des opérations de couverture. On note aussi que la Chine a finalement une politique monétaire qui est assez, je dirais, raisonnable. Ouais. Et beaucoup plus orthodoxe que ce qu'on peut voir dans d'autres pays. Oui, où c'est un peu rock'n'roll. Voilà, où c'est un peu plus rock'n'roll. Donc, écoutez, on voit pas de gros facteurs qui puissent avoir des impacts négatifs très forts sur la devise. Donc, on couvre pas. On garde cette exposition. Moi, je trouve l'un et l'autre, mais c'est normal. Vous gérez, vous, entre guillemets, faites la promotion de fonds Chine. Je vous trouve globalement confiant parce que vous dites, bah ouais, sur le moyen terme, il faut y aller. Le poids économique fait qu'on ne peut pas ne pas y aller. J'ai l'impression que les Français sont frileux. Ma question, c'est aujourd'hui, pour un investisseur français qui investit en euros, un fonds Action Chine, ça joue quel rôle dans un portefeuille? Est-ce que c'est de la diversification? Est-ce que c'est cœur de portefeuille? Et puis, jusqu'à quel point on s'expose? Alors, je sais que votre job, c'est de gérer un fonds Action Chine, c'est pas de faire l'allocation pour les particuliers. Mais quand même. Ouais. Et nous, on pense que la Chine, il y a beaucoup d'effets de mode. C'est un marché particulièrement soumis aux effets de mode. Et donc, c'est pas idiot d'essayer d'en profiter. Je t'aime moi non plus. Il y a des périodes où on en veut, et puis il y a des périodes où, oh là là. C'est un petit peu ça. Donc, il faut essayer de profiter de ça. Clairement, en avril, bon, il y a plutôt une prime par rapport à la valeur historique. Aujourd'hui, si on regarde le MSCI China, on est revenu sur des niveaux de valo moyens sur 10 ans. Donc ça veut dire qu'on est rémunéré aujourd'hui pour le risque qu'on prend en Chine. On avait 0% de Chine en avril au lancement du fonds. Aujourd'hui, on est plus vers 15%. Voilà, c'est une exposition qui nous paraît raisonnable sur les titres qu'on a sélectionnés comme pertinents. On va revenir justement sur la construction de portefeuille et puis juste comment on fait pour garder ou pas. Mais vous dites, par rapport à notre fonds, 15%, ça semble pertinent. Ça semble pertinent en prenant en compte que y a un peu une méfiance. Aujourd'hui, la Chine fait un petit peu peur. Donc ça, c'est plutôt comportementalement, c'est plutôt intéressant. Oui. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on est sur des niveaux de valorisation qui sont moyens, raisonnables, qui offrent une bonne perspective de rendement. On n'est pas non plus sur des niveaux de valorisation au niveau du marché global en tout cas, qui soient particulièrement bas non plus. Donc voilà, on a un optimisme modéré. Ok. Ying. Donc, en tant que gérante d'un fonds Chine, donc je fais pas de l'allocation. Je sais bien. Mais d'un point de vue, peut-être, Julien a offert un point de vue plus top-down et moi bottom-up. Donc, en termes de sélectionneur de valeurs, après la correction, je vois émerger énormément d'opportunités d'investissement attractives qui étaient jugées pour certaines d'entre elles auparavant trop chères auparavant. D'accord. Et qu'aujourd'hui, ça devient vraiment très attractif par rapport à leur perspective dans les années à venir. Et aussi, c'est vrai que 2020 a été une super année pour la Chine et finalement 2021, c'est un peu décevant pour multiples raisons, non seulement réglementation, mais aussi un peu ralentissement de l'économie, puisqu'il n'y a pas de soutien monétaire et fiscal. Parlons de ça parce que la Chine va continuer leur travail sur le désendettement. Oui. Donc globalement, je pense que c'est une économie qui devient de plus en plus saine. Je vais juste un petit rappel ici. En fait, donc il y a beaucoup de questions sur le niveau d'endettement de la Chine, mais quand j'ai regardé à fin 2020, c'est que finalement il est revenu, il est au même niveau par rapport aux États-Unis et l'Europe en fait. Après beaucoup de soutien monétaire, fiscal aussi, liquidité dans les pays développés, et que ce chiffre ne cesse de baisser en 2021. Donc je vois la Chine aujourd'hui d'un point de vue macro qui devient plus positive aussi d'un point de vue macro. Et aussi voilà, c'est comme ce que Julien a dit, que peut-être on touche un point bas et c'est vrai que l'économie reste fragile, mais c'est pour cette raison que peut-être on aura un peu de surprise
de stimulus ciblés ou un peu de soutien fiscal ou même monétaire pour rebooster un peu la croissance. Il nous reste 5 minutes. J'aimerais qu'on parle spécifiquement un peu de vos fonds, comment vous gérez, si vous en êtes d'accord. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un marché où il peut y avoir de la volatilité, mais en même temps, structurellement, il faut y aller parce que c'est là que se joue la croissance. Donc, il faut clairement plus que jamais avoir un horizon moyen, long terme, il faut avoir un horizon à 5 ans. Vous, comment en tant que gérant, vous mettez un titre en portefeuille? C'est quoi votre doctrine? Vous fixez des objectifs de cours? Vous êtes prêt à le garder jusqu'à... Quel est le point de rupture qui fait que vous décidez sur une valeur chinoise de la sortir du portefeuille? Alors, je vais peut-être commencer. Allez, nous, Julien. On fait de l'investissement fondamental, vraiment. Donc, les 2 premiers critères pour investir, c'est une compréhension vraiment, on va dire, détaillée du business model. On ne fait pas d'allocation globale, de panier, de choses comme ça. Une fois que ce métier est compris, on essaie d'avoir une marge de sécurité d'au moins 30% sur la valeur qu'on estime intrinsèque du titre. Donc, on va éviter les valeurs un petit peu consensuelles, où il y a peut-être 10% d'upside. Et voilà, on essaie d'être plutôt conservateur à ce niveau-là, et on pense que sur un cycle, ça nous rend service. Au niveau de la valo, on a des objectifs de cours, en précisant que finalement une valo, c'est pas un seul chiffre, c'est plutôt une étendue de valeur avec des probabilités. Donc on peut dire raisonnablement qu'une valeur vaut environ 70 dollars hongkongais, et puis qu'en fait il y a une probabilité qu'elle en vale 60 et une probabilité qu'elle en vale 80, et donc on fonctionne avec ces ranges et on essaie toujours de garder une marge de sécurité assez forte dans le portefeuille. Voilà. D'accord. Donc, il faut de la conviction et de la souplesse. C'est ça. C'est-à-dire qu'on se fixe un objectif en se disant, il y a de la variabilité et donc, c'est peut-être pas exactement 70. Il y a une marge d'approximation. Il y a un élément qui nous paraît important, et on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est comment investir en Chine. Il faut être bien conscient aussi, il faut faire attention à comment on investit sur les titres chinois. Si vous avez des titres chinois à côté à la bourse new-yorkaise, il faut savoir que les transactions de dirigeants n'apparaîtront pas sur Bloomberg. Et non plus sur le site de la SEC. Donc il y a des spécificités dans l'accès à l'information, notamment sur les transactions de dirigeants, qui sont très importantes et auxquelles on n'a pas forcément accès quand on investit via des marchés étrangers en Chine. Donc ça, il faut faire bien attention. Et cette information, on l'a si on investit directement sur le marché chinois, c'est ce que vous nous dites? Vous l'avez sur le marché chinois. Les choses étant que quand vous êtes un dirigeant d'une société chinoise cotée aux États-Unis, vous n'êtes pas obligé de discloser vos positions 5 jours après la vente, comme c'est le cas dans d'autres marchés plus développés. Donc on fait bien attention à ça. On préfère les titres cotés à Hong Kong et en Chine. Ok. Même question Ying. On est sur une logique de long terme, mais en même temps, vous, la gestion, c'est au quotidien. Donc, tous les jours, vous êtes susceptible de dire, oh là, faut couper, faut renforcer, faut alléger. En fonction de quels critères? Bien sûr, tout d'abord, en fait, notre style de gestion, c'est vraiment CAP, donc qualité croissance à prix raisonnable. On essaie d'être rigoureux vis-à-vis à ces critères. Donc, à la fois, quand on sélectionne les titres, fournit notre univers d'investissement, on va vraiment aller chercher des sociétés de qualité, donc où il y a une barrière d'entrée, où il y a le leadership, donc il y a une marge qui est bien supérieure et aussi un bilan solide et une forte capacité de génération de trésorerie. Une fois atteint ça, et on voit la valorisation. Donc on a un modèle propriétaire pour comparer la valorisation entre les différentes sociétés. Et c'est vrai qu'en Chine, le cours peut être assez volatile. Ça veut dire l'objectif de cours, ça peut se faire en beaucoup moins de temps par rapport au marché développé. Donc dans ce cas-là, on peut être discipliné, surtout pour des secteurs qui sont cycliques. Quand vous dites qu'il faut être discipliné, on garde la position ou au contraire on vend pour prendre ses bénéfices? Je pense que pour des secteurs cycliques, et notamment si le momentum n'est plus là, on va prendre les bénéfices. D'accord. Au moins réduire l'exposition, et peut-être revenir plus tard quand le titre redevient intéressant. Donc assez tactique. Oui, il y a les longs termes et aussi à court terme. Il faut être capable à court terme tout à fait. d'être assez tactique. On arrive au terme de ce débat. Merci l'un et l'autre d'avoir été avec nous. Est-ce qu'il y a un dernier message que vous voulez partager avec nous? Une fois? Oui. 2 fois? Il y a peut-être une chose, on parle souvent des actions chinoises. Oui. On pense qu'il y a aussi une manière très intéressante d'investir en Chine, c'est via des sociétés étrangères.
Ah, les fameux proxys. Les proxys, qui voilà. profitent de la croissance chinoise. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des actifs chinois exceptionnels qui sont détenus par des sociétés japonaises, coréennes, dans la cosmétique, on parlait de la robotique tout à l'heure. Ouais. Et donc voilà, dans Sextant Asie, on a de nombreuses sociétés étrangères qui peuvent être cotées au Japon, qui peuvent être cotées en Corée, qui ont des actifs très forts en Chine. Malgré que ce soit des sociétés étrangères. Donc, on pense que ceci. Ce que vous nous dites, c'est que le gisement de valeur, en fait, est très très large puisqu'il excède les frontières même de la Chine. Ying, un dernier mot. Donc, pour notre fonds DNCA Invest Sustainable China Equity, donc je pense qu'on n'a pas abordé, en fait, c'est un fonds également ESG. Donc, c'est un fonds qui prend en considération les ESG, les critères ESG dans notre considération d'investissement, et que aussi c'est en mesure de plus en plus pris par des gérants locaux. Donc, il y a vraiment, même par ce billet ESG, on peut investir en Chine. Et aujourd'hui, je pense que ce billet aide à mieux performer les sociétés. Okay. Et dernier mot, c'est que je pense que avec les opportunités de la Chine et la valorisation aujourd'hui, je pense qu'on peut recommencer à considérer cette région. Et encore une fois, il faut investir pour long terme. Ok, c'est clair. Ying, Julien, merci d'avoir été avec nous. À très bientôt. Merci à vous. Merci.